Merci, bonjour à tous. Euh, donc pour commencer, l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale est un moment important dans l'histoire de la corporation. C'est ce qu'a montré Michael Attali avec son histoire syndicale de l'EPS. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans les documents, par exemple avec Michel Delaunay qui présente comme élément majeur de sa carrière l'intégration de l'éducation nationale, de l'EPS à l'éducation nationale. Ce qu'on retrouve aussi sur le terrain, donc moi je suis également professeur d'EPS et en formation continue, on peut retrouver par exemple des IPR qui disent en formation: j'ai commencé ma carrière à la jeunesse et au sport et je n'ai qu'une crainte, c'est d'y retourner. Ce qu'on retrouve donc au quotidien en tant que prof de PS et puis même dans le discours des collègues. Au niveau historique, on a les travaux de Jean-Luc Martin qui font également de cette intégration un point de rupture dans l'histoire de l'EPS. Ils ont fait une borne sur un de ses 3 livres. Mais il fait assez peu de place au débat politique mené à l'Assemblée nationale, là où se votent finalement les lois. Donc la recherche que j'ai faite, en m'appuyant largement sur un mémoire de maîtrise qui est simplement celui de ma femme, que j'ai repris et retravaillé avec les connaissances du jour, qui avait été réalisé à l'IFEPSA il y a quelques années. Donc cette recherche vise à apporter des éléments socio-historiques qui permettent de saisir les logiques sociales à l'œuvre dans la seconde moitié du XXe siècle, ayant finalement porté François Mitterrand, Pierre Mauroy et Alain Savary à signer le décret du 28 mai 1981, acte déclencheur de l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale. Donc à partir d'une analyse des débats parlementaires préparatoires au vote, notamment de la loi relative au développement de l'éducation physique et du sport du 29 octobre 1975, mais pas que, puisqu'on s'appuie aussi sur d'autres débats parlementaires des années suivantes, ainsi que d'une recherche biographique sur les protagonistes de ces débats. Il s'agit de mettre en évidence comment des députés comme Georges Hage, intimement liés à l'institution scolaire et défenseurs d'une conception scolariste de l'EPS, ont porté les intérêts des professeurs d'EPS à l'Assemblée nationale, en revendiquant notamment l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale. Situé dans d'autres espaces du champ du pouvoir, sur l'EPS, dans la décennie qui précède l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale, d'autres élus comme Jacques Chaban-Delmas ou Pierre Mazot, moins redevables de l'école, athlètes reconnus, défenseurs d'une conception sportive et professionnaliste de l'EPS, ont au contraire prôné une ouverture du marché de l'encadrement de l'EPS à l'école à des intervenants concurrents des profs d'EPS. Donc très rapidement, pour remettre les choses dans leur contexte, je vais revenir sur les années 60-70 pour montrer que pendant ces 2 décennies, la légitimité des professeurs d'EPS est contestée de plusieurs manières. Donc la première chose, c'est que elle est contestée par des déterminants politiques et sociaux de ces 2 décennies. On a par exemple Maurice Herzog qui mène une politique pour les jeunes dont le volet éducatif doit comporter un vecteur sportif très développé. On retrouve notamment plein de détails sur cette politique dans la thèse de Gilda Loiran de l'Université de Nantes, publiée à la fin des années 90. Il montre notamment qu'en 50 ans, le nombre de licences sportives délivrées est multiplié par 8. Et c'est le moment aussi, en 1963, on a la création des brevets d'État d'éducateurs sportifs. Donc la massification de la pratique sportive met en cause les savoirs du corps enseignés par les profs de PS et notamment les profs d'éducation physique, on va dire anciens modèles avant les années 60. Par l'arrivée massive du sport dans les pratiques du moment. On a également une dévaluation symbolique des professeurs d'éducation physique avec la transformation des pratiques légitimes en EPS, et notamment les changements de texte officiel qui changent progressivement les demandes institutionnelles et intègrent assez massivement les activités sportives, le sport, notamment dans les examens nationaux et dans les programmes d'EPS, avec par exemple la transformation de la demi-journée de plein air en demi-journée de sport, avec le baccalauréat qui intègre des évaluations axées sur la pratique sportive et qui
oblige les professeurs d'EPS à intégrer la pratique sportive dans leurs cours. Donc la nouvelle législation représente pour les professeurs d'EPS une véritable menace. Ils courent le risque d'être remplacés par des concurrents extérieurs aux établissements scolaires prétendant pouvoir exercer cette fonction sans pour autant être en possession ni du statut de professeur d'EPS, ni des diplômes représentant à ce moment le droit d'entrée dans le métier. Dans ces années, on a également de nouvelles pédagogies sportives qui tendent à légitimer le sport à l'école. Donc j'insiste pas, j'ai vu dans le programme qu'il en était pas mal question ces jours-ci. Donc on a les différentes expériences avec Robert Méran, avec Jacques Derette et quelques autres, qui tendent à montrer qu'il est possible de faire du sport en EPS et qu'il est parfois non seulement possible, mais souhaitable de le faire. Toujours dans la même logique, ce qui tente à remettre en question les pratiques des professeurs d'éducation physique de la génération précédente. Enfin, on a dans ces décennies une tendance à l'ouverture du marché de l'encadrement des activités physiques scolaires. Et il est proposé notamment en 1968 devant le comité de coordination éducation nationale jeunesse et sport de permettre aux jeunes en provenance du service national d'animer les séances d'EPS auprès des profs d'EPS. Donc l'objectif est de réduire le déficit horaire en EPS en faisant assurer aux professeurs d'EPS le rôle de conseiller pédagogique. Et on retrouve la tentative de création de centres d'animation sportive et de services d'animation sportive pendant cette décennie qui tentent à remettre aussi en cause la position préférentielle des profs d'EPS sur l'encadrement des activités physiques scolaires. Donc finalement, nombreux sont les facteurs qui tendent pendant les années 60-70 à mettre en cause la légitimité des professeurs d'EPS et leur monopole sur l'encadrement des activités corporelles dans le cadre scolaire. Suite à la massification de la pratique sportive, les textes qui paraissent dans les années 60-70 et régissent la discipline accordent une place centrale aux pratiques sportives. Ils relèguent par la même occasion les pratiques gymniques légitimes en EPS jusqu'à l'orée des années 60, ainsi que les défenseurs et spécialistes de celles-ci. Les expérimentations basées sur l'utilisation des pratiques sportives comme élément essentiel d'éducation, en s'appuyant sur des animateurs et intervenants issus de clubs sportifs locaux, fournissent la preuve qu'une ouverture du marché de l'encadrement des activités physiques scolaires est non seulement possible, mais peut être souhaitable, par exemple pour des raisons budgétaires. Donc dans ce contexte, des députés issus des partis dits de gauche, qui appartiennent dans les années 60-70 à des groupes politiques d'opposition, portent à l'Assemblée nationale les intérêts des profs d'EPS en défendant une conception scolariste de l'EPS. Ils contestent la mise en cause répétée de ces professionnels, considérés comme illégitimes par d'autres parlementaires appartenant au groupe politique majoritaire. Ces derniers tentent, pour leur part, dans une optique professionnaliste, d'ouvrir le marché de l'encadrement des activités physiques scolaires. Donc d'abord, un petit point sur ce que c'est que ces conceptions scolaristes et professionnalistes de l'EPS. Lors des débats parlementaires, deux types de prises de position se dégagent au sujet de l'EPS. Elles opposent deux modèles d'éducation et de contrôle de l'État sur la formation qui dépassent largement le cadre restreint de l'EPS, comme le montre la thèse de François Pottier qui a été soutenue en 2018, donc il y a maintenant un petit peu moins de 2 ans. D'abord, les défenseurs d'une conception scolariste prennent position en faveur d'une formation organisée par un service public, dispensée sous la forme d'un enseignement scolaire et encadré par des enseignants formés à l'université. Ils valorisent les savoirs théoriques issus de la recherche scientifique et visent des apprentissages qui ne sont pas tous directement motivés par l'acquisition de techniques ou de savoirs immédiatement applicables dans un métier ou dans la vie quotidienne. En EPS, ces prises de position sont majoritairement celles des professeurs d'EPS qui ont passé plusieurs années d'études, notamment à l'université à partir de 1975, pour acquérir le droit d'entrer dans le métier. De leur côté, les défenseurs d'une conception professionnaliste prennent position en faveur d'une formation organisée par les professionnels eux-mêmes, dispensée sous la forme d'un apprentissage direct et encadré par des professionnels expérimentés. Ils valorisent les savoirs pratiques issus du terrain et visent des apprentissages de techniques ou de savoirs immédiatement applicables dans un métier ou dans la vie quotidienne. Pour ce qui est de l'EPS, ces prises de position sont majoritairement celles des sportifs occupant des positions de pouvoir dans le champ politique et de maîtres d'EPS dont la mission est initialement d'encadrer les activités physiques
extrascolaires. Donc je ne vais pas insister pour avoir un petit peu plus de temps à parler de la suite. Donc on va parler un petit peu de la convergence des intérêts entre professeurs d'EPS et députés qui défendent une conception scolariste de l'EPS au cours des années 70. Les années 70 sont marquées par une convergence entre les intérêts des profs d'EPS et ces députés qui défendent une conception scolariste de l'EPS. Les positions de ces derniers, parfois eux-mêmes anciens professeurs d'EPS, comme Georges Hage, qui appartient au Parti communiste, confortent dans l'espace du pouvoir celle des représentants du syndicat des professeurs d'EPS qui, pour leur part, redoublent d'efforts tout au long des années 60-70 pour revendiquer l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale. Lors de l'élaboration de la loi pour le développement de l'éducation physique et du sport français en 1975, les membres du Parti communiste émettent l'amendement suivant. Rédiger ainsi l'article 2. Elle est placée sous la responsabilité directe du ministère de l'Éducation nationale, au même titre que les autres disciplines scolaires, en ce qui concerne l'organisation, les programmes et les situations des personnels. Claude Weber, qui est membre du Parti communiste également, explique les raisons de cette requête dans les débats parlementaires. Nous estimons que l'éducation physique et sportive doit être placée, en ce qui concerne l'organisation, les programmes et les situations des personnels, sous la responsabilité directe du ministère de l'Éducation nationale au même titre que les autres disciplines scolaires. Envisagerait-on de mettre une autre matière, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences physiques, sous la dépendance d'un autre ministère que celui de l'éducation ? Pourquoi alors en détacher l'éducation physique et sportive ? Donc cet amendement n'est pas retenu par la majorité des députés, par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les membres du Parti socialiste, radicaux de gauche et apparentés, proposent un amendement similaire. Compléter la première phrase de l'article 2 par les mots « et relève du ministère de l'Éducation ». Louis Besson le défend de la sorte. Il ne suffit pas d'affirmer à l'article 1er la responsabilité de l'État et de préciser à l'article 2 que les activités physiques et sportives sont partie intégrante de l'éducation. Il faut en tirer les conséquences logiques. Le ministère responsable de l'éducation doit détenir également l'autorité sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ainsi, pour les membres de ce groupe, l'EPS est conçu comme une discipline scolaire. Elle doit être gérée par le ministère de l'Éducation nationale afin de contribuer pleinement à une politique d'éducation organisée par l'État. Pendant les débats parlementaires, René Gaillard, député du Parti socialiste et radicaux de gauche, estime par exemple que le seul cadre convenable pour l'EPS est celui de l'école et que le seul responsable doit être l'instituteur ou le professeur. En s'exprimant au sujet de cette proposition de loi, il désapprouve que, entre guillemets, la porte reste ainsi ouverte à l'intervention d'un personnel non enseignant, sans qualification affirmée. C'est selon lui un pas de plus vers une privatisation que les députés de son groupe ne sauraient accepter. Pour les députés de gauche engagés dans le débat parlementaire, il ne s'agit pourtant pas seulement d'une question de contrôle de l'État sur l'encadrement des activités physiques scolaires. Depuis 1963, l'État garantit la qualification des professionnels à encadrer les activités sportives en dehors de l'école. C'est la thèse de Gilles Dalloiran. Le problème relève plutôt de la défense de la position privilégiée des profs d'EPS dans l'encadrement des activités physiques scolaires par le maintien d'un droit d'entrée dans le métier conditionné par la poursuite d'études longues. C'est pourquoi les membres du groupe communiste présentent l'amendement numéro 41, porté par Georges Hage et 5 autres députés, défendu par Claude Weber, visant à rédiger l'article 6 de la loi de manière à ce que, comme tous les autres enseignants, ceux d'éducation physique et sportive soient formés à l'université dans le cadre de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas seulement, comme entend le faire Georges Hage, d'exclure les concurrents issus du milieu fédéral qui prétendent entrer dans le métier de l'encadrement des activités physiques scolaires sans s'acquitter du droit d'entrée sous prétexte que le sport n'est pas éducatif en lui-même et doit être adapté techniquement, biologiquement, psychologiquement à l'enfant. L'objectif plus général est de légiférer en faveur d'une conception scolariste de l'EPS. Donc, après avoir fait état d'une des prises de position qu'on retrouve chez les parlementaires, on va parler un petit peu des caractéristiques de ces députés et ce qui peut les amener à prendre ce type de position. Donc, Georges Hage représente un cas exemplaire des députés de gauche impliqués dans les débats parlementaires.
De même que les profs de PS sont relativement plus marqués par l'école que les maîtres de PS ou autres brevetés d'État, dans le sens où ils y ont passé plus de temps et ont été consacrés, les députés qui portent leurs intérêts à l'Assemblée nationale partagent une même manière d'être, de voir le monde, un ethos scolariste. Tous les députés de gauche ayant participé au débat parlementaire au sujet de l'éducation physique et sportive ont en commun, avant leur implication dans le champ du pouvoir, une origine sociale populaire associée à une trajectoire sociale ascendante, indissociable de leur carrière professionnelle réalisée dans l'institution scolaire. Georges Hage, par exemple, est fils de coiffeur. Louis Besson est issu d'une famille paysanne. Claude Weber est fils d'un comptable et d'une lingère. Philippe Madrelle a un père agent de contribution indirecte. Donc, toutes ces personnes sont des députés qui ont pris position dans les débats parlementaires avant le vote de cette loi de 1975. Donc la généralisation est bien entendu impossible. Je n'avais pas suffisamment d'informations au sujet de tous les députés. Néanmoins, les origines géographiques de ces députés tendent à confirmer cette origine sociale relativement modeste. Et tous proviennent de régions relativement populaires. Louis Besson est originaire de Savoie. Georges Hage provient de Douai, dans le Nord. Claude Weber d'Argenteuil. Philippe Madrelle d'une petite commune rurale de Gironde. Et ces origines sociales relativement modestes sont associées pour tous à des carrières professionnelles réalisées dans les institutions scolaires et universitaires. Donc Georges Hage, je l'ai dit, est professeur d'EPS. Claude Weber est instituteur, puis professeur d'enseignement général de collège. Philippe Madrelle est également instituteur, puis professeur d'anglais en collège d'enseignement général. Et sans être enseignant, René Gaillard travaille à l'école en tant que principal de collège. Louis Besson, lui, quant à lui, est attaché d'administration universitaire à l'université. Donc, comme en atteste la diversité des partis représentés par les députés défenseurs d'une conception scolariste de l'EPS, parce qu'ils sont issus du Parti communiste, du Parti socialiste et des radicaux de gauche, cette position semble moins liée à l'inscription dans un parti politique qu'à une relation entre positionnement dans le champ politique, dans les partis dits de gauche, et un ethos scolariste lié à une trajectoire professionnelle réalisée au sein de l'école à partir d'une origine sociale modeste. Donc je vous avais dit que Georges Hage était un cas exemplaire de ces députés. Donc on va revenir un tout petit peu sur sa trajectoire. Il reste 5 minutes. Bon, je fais vraiment ultra rapide alors. Donc Georges Hage est âgé de 54 ans au moment des débats parlementaires, de 75. Je l'ai dit, est un fils de coiffeur originaire de Douai. Il est scolarisé avant d'entrer à l'école normale de garçons à Douai et devient professeur d'éducation physique honoraire, puis enseigne cette discipline aux aspirants instituteurs dans cette école normale de Douai. Comme le relate François Pottier, des proches le présentent comme un adepte du plateau et de l'élégance, exprimant beaucoup de mépris pour la baballe et les matchs sportifs lors des séances d'éducation physique. Il manifeste au contraire une très haute idée de la place de l'éducation physique dans la construction de l'individu. Donc, il est militant actif du SNEP et du Parti communiste français et devient secrétaire général de la section de Douai dans les années 70. Je réfléchis comment conclure le plus vite possible en racontant les choses les plus importantes. Je pense que j'ai assez insisté sur toute cette première prise de position en faveur d'une EPS scolariste par des députés plutôt de gauche, ayant une origine sociale plutôt modeste et ayant fait carrière dans l'éducation nationale et donc ayant donc une assez forte croyance dans l'école. Face à cela, on a des députés plutôt de droite qui prennent position en faveur d'une conception professionnaliste de l'EPS, selon laquelle ce sont les professionnels eux-mêmes qui doivent former les prétendants à l'accès à la profession. En EPS, ça correspond à une conception très sportive de la discipline, et, si possible, à une ouverture du marché de l'emploi aux brevetés d'État et à un bouleversement de la hiérarchie, de la légitimité des enseignants, donc des professeurs d'EPS du moment et des maîtres d'EPS. Que pensent ces députés, plutôt de droite, qui sont
tous d'anciens sportifs de relativement haut niveau, comme Jacques Chaban-Delmas, qui était rugbyman de niveau international, ou Pierre Mazot, qui était un alpiniste de haut niveau également. Donc ces députés qui ont fait carrière en dehors de l'école, plutôt sportifs de haut niveau, ne voient pas pourquoi on aurait besoin de faire 4 ans d'études pour enseigner le PS et, comme ils le disent dans les débats parlementaires, pour arbitrer un match de foot ou de rugby. Voilà. Ils pensent au contraire que des gens comme Rousseau, qui à l'époque est vice-champion du monde de natation, sont en meilleure position pour apprendre les techniques sportives, puisque pour eux, l'EPS doit être l'apprentissage de techniques sportives pour ensuite continuer la pratique sportive en dehors de l'école. Ils ne voient pas qui mieux que des sportifs de haut niveau pourraient enseigner les techniques sportives au sein de l'école comme en dehors de l'école. Donc ils prennent position en faveur d'une ouverture du marché de l'emploi et pour la possibilité, au breveté d'État notamment, d'intervenir au sein de l'école, comme ils l'ont proposé dans le cas des centres d'animation sportive et des services d'animation sportive. Voilà, cette lutte, donc pour conclure, il reste combien ? 2 petites minutes. Donc pour conclure, cette différence de conception qu'on peut retrouver dans les débats parlementaires se retrouve ensuite également dans les débats parlementaires pour d'autres choses, pour la formation des brevetés d'État notamment, sur la loi Avis de 1984, dans laquelle François Pottier montre que Georges H. continuera à défendre une conception scolariste de la formation pour la pratique extrascolaire. D'accord ? Donc les députés de gauche, comme Georges H., continuent cette bataille en faveur d'une conception scolariste de l'encadrement des activités physiques en dehors de l'école après l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale. Dernière chose, cette lutte qu'on a pu retrouver, donc François Pottier en parle comme une parenthèse scolariste en dehors de l'école, mais en fait, si on réfléchit un petit peu sur ce qui se passe ces dernières années et aujourd'hui, si la conception scolariste s'est imposée à l'école depuis 1981, les débats se poursuivent et on retrouve notamment avec l'accompagnement éducatif dans la fin des années 2000, la possibilité offerte aux brevetés d'État notamment et aux intervenants extérieurs de venir encadrer les pratiques sportives à l'école. Et on retrouve aujourd'hui avec le rapport de la Cour des comptes de septembre 2019, je crois, il y a quelques mois, cette proposition également faite de renforcer les liens entre les intervenants extérieurs et les profs de PS pour intervenir au sein de l'école.